Et notre expert cette semaine est Maître Franck Sprit, avocat au barreau de Lille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une affaire qui pourrait prêter à sourire, mais qui est très sérieuse. Dans un arrêt rendu mi-novembre, la Cour de cassation considère qu'un employé ne peut pas être licencié pour faute lourde s'il qualifie son supérieur de salopard. Vous avez vu passer le dossier ? Oui, j'allais dire comme vous. Alors c'est un litige entre un professeur de sport et son directeur général qui est traité en justice. Ça remonte à 2020. Le préparateur physique d'une équipe de foot a été affecté au centre de formation alors que son contrat le prévoyait avec l'équipe première. Donc il y a eu fâcherie, il y a eu ces mots. Et la Cour de cassation a rejeté la demande de l'employeur et l'a condamné à verser 3 000 € au préparateur physique. D'abord, d'une manière simple comme ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend que ce qu'on appelle la liberté d'expression a à la fois des limites, mais demeure, entre guillemets, un droit fondamental. Alors, c'est un petit peu théorique ce que je viens de dire là, simplement par rapport à l'arrêt de la Cour de cassation que vous venez de citer, il faut toujours bien comprendre que la Cour de cassation n'intervient qu'en dernier ressort. Ça veut dire qu'il y a eu à la fois un jugement prud'homal, qu'il y a eu un arrêt de la Cour d'appel, je crois de Toulouse ici, et qu'il y a eu enfin un arrêt de cassation qui n'a pas cassé l'arrêt d'appel, mais au contraire a confirmé le fait que le salarié, entre guillemets, était dans son droit lorsqu'il a mal qualifié son employeur. Mais les choses sont un petit peu plus complexes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut traiter son N+1, son patron de salopard, ou d'autres mots fleuris, sans courir aucun risque ? Eh bien non, justement. Justement non, parce que la liberté d'expression trouve sa limite, j'allais dire, dans le droit d'expression, qui lui-même est encadré par le droit du travail, encore que ce droit du travail est assez taisant sur justement l'exercice de ce droit d'expression, mais bien évidemment, ce qu'on appelle la jurisprudence nous enseigne beaucoup sur les possibilités de dire ou de ne pas dire, d'écrire ou de ne pas écrire, et quelles sont les conséquences qui peuvent être attachées à ces manquements. On parle souvent de liberté fondamentale. Et il faut faire évidemment attention à ce terme. Néanmoins, il faut toujours se souvenir qu'en tant que citoyen, je n'ai pas parlé ici du salarié, mais en tant que citoyen, nous avons tous, chacun, la liberté d'expression. C'est énorme aujourd'hui dans un contexte international tel que celui que nous connaissons. Donc nous avons cette immense liberté. C'est pour ça qu'on la qualifie de fondamentale. Maintenant, cette liberté fondamentale, elle doit descendre dans toutes les sphères. On va parler par exemple de la sphère privée. Est-ce que je peux tout dire à la maison ? Est-ce que mon père ou ma mère ne doivent pas me corriger lorsque je dévie dans ma liberté d'expression ? Même chose. Pour l'employeur, est-ce qu'il doit supporter toute expression de son salarié ? Bien, chacun aura évidemment une réponse. Certains vont dire non, d'autres vont dire oui, mais bon, voilà. Donc, d'où l'intérêt du droit, c'est toujours la même chose, c'est de créer les limites qui sont nécessaires pour que la vie en société et la vie dans l'entreprise soient possibles. Mais enfin, Maître Sprit, on n'est pas sur du gredin, chenapan, fripouille. D'après la définition du Larousse, salopard non masculin, individu sans scrupule qui agit envers autrui de façon ignoble, synonyme fumier, ordure, salaud. On a du mal à imaginer que ces mots soient tolérés par un supérieur. Comment la Cour a-t-elle pu se justifier ? Ah voilà, c'est toute l'alchimie, j'allais dire, de ces dossiers qui doivent être repris dans leur contexte juridique, j'entends. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Cour de cassation n'intervient qu'en dernier. Ça veut dire qu'on a regardé les faits, on a regardé le contexte, on a regardé les circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, le salarié ait pu déraper dans l'expression que vous venez de citer. Rappelons-le, salopard. J'avoue que, évidemment, si j'avais un de mes salariés qui me disait ce terme-là, à l'instant, je regarderais évidemment ce que je pourrais faire avec lui. Bon, soit, qu'importe. Simplement, c'est qu'ici, nous avons un dossier, un contentieux, comme on dit, qui met face à face un employeur et son salarié
par rapport à une modification, en réalité, de son contrat de travail. En tout cas, c'est la thèse du salarié. L'employeur disant « je vous modifie simplement vos conditions de travail ». Et là, il y a un litige qui est en train de se nouer par rapport à ce fameux salarié. Ce litige se noue et à l'occasion de ce litige, dans une conversation téléphonique de mémoire, le salarié lâche le terme que vous avez employé. C'est dans un message vocal qu'il lui envoie. Un message vocal, voilà. Mais le message vocal, il n'est pas diffusé dans l'entreprise. Il reste dans la sphère, je dirais, non pas intime, parce que le terme est impropre, mais je dirais restreinte entre cet employeur et ce salarié. Mais l'employeur, évidemment, a la preuve de ce terme et va, entre guillemets, s'engouffrer, et on peut le comprendre, pour dire c'est intolérable, c'est une faute grave. Et la faute grave met un terme immédiat au contrat ici à durée déterminée. Et justement, c'est parce qu'il y a tout ça dans ce dossier, une difficulté par rapport au changement des conditions de travail ou du contrat de travail, c'est une différence fondamentale d'ailleurs en droit du travail, le changement des conditions de travail devant être accepté nécessairement par le salarié. À l'inverse, le changement du contrat de travail, non. Mais du coup, l'expression, elle est visée dans le cadre d'un contexte qui est déjà conflictuel. Et l'expression elle-même n'est dite que dans un périmètre restreint. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil de prud'homme, comme la Cour d'appel, ont considéré qu'en fait, en réalité, la sanction de l'employeur était disproportionnée, et que la Cour de cassation a considéré que ce qu'on appelle les juges du fond, c'est-à-dire prud'homme et ici Cour d'appel, ont bien considéré le contexte pour considérer justement que, en fait, non pas il y avait une excuse dans l'expression du salarié qui est excessive, nous dit la Cour, mais c'est la sanction qui est elle-même disproportionnée au regard du contexte litigieux. Si je comprends bien, ce qui est important, c'est le contexte. C'est au moins le contexte. C'est au moins le contexte. Et peu importe de posséder ou non ce qu'on pourrait penser une preuve, un message vocal, ça peut être parfois un email, ça peut être un courrier. Il faut reprendre le contexte. Même si la pièce qu'on présente peut sembler assez énorme, c'est pas suffisant. Ah, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un terme qui soit exclusivement sorti de son contexte. Ça n'est pas possible. À partir de quelles circonstances j'ai été amené à dire un mot qui est lui-même excessif. C'est-à-dire qu'on n'excuse personne. Hein. Enfin, si vous voulez, le terme en lui-même est fautif. En fait, c'est la sanction qui devient disproportionnée par rapport à ce contexte. Et à propos de ce message vocal, est-ce qu'il y a une différence de recevabilité entre une phrase prononcée comme ça, un message vocal, un appel, un mail, un écrit, un courrier ? C'est toujours de l'expression. Et l'expression, elle peut être orale. Alors, va se poser le problème des preuves, c'est-à-dire qui a entendu que j'ai dit que, etc. Voilà, ça c'est toujours la difficulté. L'écrit, quand on dit les paroles restent, l'écrit demeure, soit. Enfin, c'est une expression populaire, mais qui a quand même une certaine vérité, j'allais dire. C'est sûr que l'écrit, dès lors qu'on est certain de l'identification de l'expéditeur et de la réception par le destinataire, eh bien, évidemment, on a une preuve, je dirais, assez incontestable de ce qu'a voulu dire celui qui a émis le document litigieux. Mais si vous voulez, quand je vous dis ça, je vous dis justement que les questions de preuve de celui qui expédie et celui qui reçoit sont fondamentales, parce qu'il ne suffit pas de dire « tiens, j'ai reçu ce mail » pour faire reconnaître que c'est bien celui qui l'a expédié qui l'a dit. Aujourd'hui, avec toutes les manipulations que nous avons de l'outil informatique, je peux vous dire qu'on n'est sûr de rien, ou en tout cas, il faut prendre des précautions massives pour pouvoir imputer à tel ou tel
tel dire ou tel écrit. Ne pas se précipiter. Avant de conclure, un mot tout de même, Maître Sprit, sur la Cour de cassation. Donc, elle vient de se prononcer. Là, dans cette affaire, c'était quasiment 5 ans après le début, après les faits. Quand elle se prononce, on considère souvent que déjà sa décision fera jurisprudence. Ce serait en quelque sorte, c'est un peu dans l'inconscient collectif, le non-écrit dans les textes de loi, mais tout de même qui fait référence. Alors oui, c'est pas mal dit ce que vous dites, Michel. Mais avec cette réserve là, c'est que quand on parle de jurisprudence, on parle quand même d'une pratique et d'une permanence de décisions qui viennent qui viennent circonscrire le droit ou à tout le moins interpréter la loi si celle-ci n'est pas suffisante pour être appliquée, je dirais, de manière très, très brutale, enfin très brute, très certaine. Vous savez que les lois, évidemment, sont toujours d'interprétation, soit stricte, soit souple. Et la Cour de cassation est effectivement cette juridiction suprême qui oriente, en fait, allez, on va employer un terme que peut-être nos auditeurs connaissent bien, parce qu'ils font référence à un grand auteur, l'esprit des lois. En fait, quand le législateur édicte une loi, il le fait justement lui aussi dans un certain contexte. Donc, une loi, c'est jamais quelque chose de froid. C'est parce que ça s'inscrit dans un contexte sociétal. Et la Cour de cassation, elle doit prendre en compte cela pour justement faire en sorte que la loi ne soit pas complètement décorrélée de la situation sociale du moment, mais au contraire qu'elle soit, entre guillemets, au service des rapports sociaux. Une loi, c'est pas quelque chose de complètement théorique, principe, voilà. Non, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un moment social de notre vie. Et c'est ça que fait la Cour de cassation. C'est pour ça qu'on parle de jurisprudence, et c'est la raison pour laquelle on dit d'ailleurs que la jurisprudence évolue. Pourquoi elle évolue ? Quelquefois, la loi n'évolue pas, elle est toujours la même. Mais c'est l'interprétation que donne la Cour de cassation qui évolue, parce que la société elle-même évolue. Et là, le principe même là, de cette histoire de salopard, on va redire le terme, est vraiment typique de cette situation-là. Il y a 20 ans, je ne suis pas du tout sûr que la Cour de cassation eût donné cette même décision. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'elle incarne finalement en son temps l'interprétation de la loi. Mais complètement, voilà. Ça complètement. Alors certains vont le regretter beaucoup, parce que la Cour de cassation a un pouvoir effectivement d'interprétation qui est assez fort et d'appréciation. C'est non seulement de l'interprétation de la loi, mais c'est aussi de l'appréciation de la loi, de la portée de la loi. Et donc, oui, on dit, est-ce que la Cour de cassation a un pouvoir, comme on dit, normatif ou non ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle crée en elle-même, par ses décisions, une norme de droit ? Rien n'est moins sûr, il y a des doctrines positives, négatives par rapport à ça, donc je ne vais pas entamer le débat à l'instant, bien évidemment, mais pour vous dire que la Cour de cassation, qui est évidemment la Cour suprême en France, dit le droit sur la base des lois, mais avec une appréciation et une interprétation qui lui est propre. Et bien évidemment, on a parfaitement le droit de critiquer les arrêts de Cour de cassation, bien évidemment. Les Lumières cette semaine de Maître Franck Sprit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir dans ce studio.